Alors Romain. justement, bonjour Arnaud. Bonjour. Vous avez des propositions à nous faire en matière de réforme de la justice? Je vois les choses un peu plus amplement. Je pense qu'il est nécessaire que nous avancions vers un nouveau système politique. Nous avons besoin de séparer les pouvoirs, de protéger l'autorité judiciaire contre les intrusions du pouvoir exécutif. Et l'impunité présidentielle, c'est-à-dire la protection des intérêts du président, qui peut se permettre de violer la loi impunément, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun juge qui pourra à un jour lui en faire le reproche tant qu'il est en fonction, ce système-là a produit la corruption sur vaste échelle. On est passé du système artisanal au stade industriel, comme le démontre la République des mallettes. C'est ainsi qu'on appelle ce système, avec ces intermédiaires sulfureux qui drainent de l'argent. Alexandre Jory, Monsieur Bourgi, je vous laisse le soin de les nommer, de... je m'en abstiendrai par délicatesse. C'est pourquoi je crois que la question qui est posée est celle de mettre fin à cette impunité présidentielle. Je lance un appel d'ailleurs au président de la République, puisque lui-même proteste contre un certain nombre de déclarations qui ont été faites par des dirigeants politiques de tous bords sur la montée de la corruption dans notre pays. Il devrait renoncer à son impunité et accepter de se rendre devant le juge. Pourquoi dis-je cela? Parce que lui-même plaide devant les tribunaux. Il fait des procès à des Français qui parlent de lui dans des termes qu'il juge offensants et utilise les lois pour se protéger. Mais il devrait avoir l'élégance politique de renoncer à son impunité présidentielle et dire qu'il répondra à la justice si la justice en a besoin. Alors, c'est une de vos premières propositions, mais comment éviter, parce que ça ne suffira pas à ce que les Français ne se disent pas tous pourris. Quand on voit l'affaire Guérini, l'affaire Karachi, un certain nombre d'autres affaires, comment éviter que les Français, comment les réconcilier avec les politiques et comment éviter qu'ils aient une colère qui s'exprime dans leur bulletin de vote ou bien simplement une défiance, un éloignement et un divorce avec leur politique, toute famille politique. Aussi longtemps qu'on n'aura pas mis fin à la monarchie et son système d'impunité et de protection, de bouclier judiciaire présidentiel qui existe à tous les étages, qui existe aussi avec les ministres, qui existe aussi avec les élus, avec évidemment une gradation, des différences, des distinctions. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas mis fin à l'impunité, vous aurez de la délinquance. Il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. Vous imaginez un jour un président de la République qui serait mis en examen et qui resterait à l'Élysée pour autant? Et alors, personne n'est irremplaçable. Vous avez un problème avec ça? Donc ça veut dire que la justice prend le pas sur le suffrage universel? La justice ne prend pas le pas sur le suffrage universel. Un président de la République doit respecter scrupuleusement les lois qu'il entend infliger à ses concitoyens. Ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas respectées. J'entends bien. Mais il est normal, et c'est la proposition que je forme dans le projet de 6e République, de mettre fin à toutes les formes d'impunité. Je propose même, s'agissant des élus locaux, puisque nous avons eu le cas des Bouches-du-Rhône, qu'il soit possible que la responsabilité politique des élus qui sont mêlés à des affaires qui salissent et ternissent l'honneur collectif de leur parti, c'est le cas s'agissant du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, qu'ils puissent faire l'objet de procédure de destitution par la voie référendaire, puisque aujourd'hui on ne peut pas le faire. Ce qu'on appelle des référendums révocatoires. Ça existe dans des tas de pays. Ça existe dans des pays d'ailleurs dont la démocratie est plus récente que dans notre pays. C'est le cas au Venezuela par exemple. Le président de la République a essuyé 2 ou 3 référendums que l'opposition, selon les règles de la Constitution, pour le révoquer, et il les a gagnés. Donc il y a, je crois, à moderniser le système politique pour rétablir la confiance. Ce sont les propositions que je formule dans mon projet de 6e République. Y a-t-il aussi une réforme de la justice à mettre en œuvre quand on voit, par exemple, dans l'affaire Karachi, que tous les éléments de la procédure se retrouvent sur la place publique? Ici, c'est Brice Hortefeux qui prévient un de ses camarades que une des personnes auditionnées a dit beaucoup de choses, et puis la presse publie les écoutes téléphoniques d'une des personnes concernées par cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme de l'instruction à faire, une réforme de la justice pour laisser justement le processus judiciaire se faire dans la sérénité? Mais il suffirait, cette réforme est assez simple à faire, il suffirait que le pouvoir judiciaire ait autorité sur les enquêteurs et que ce ne soit pas le ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui a autorité sur les enquêteurs qui mènent l'enquête sur instruction du juge. Donc vous voyez que cette double autorité fait que
vous avez un juge qui donne des ordres et immédiatement le ministre de l'Intérieur, qui est un ami du président de la République, est informé. Et connaissant qui est le ministre de l'Intérieur, vous comprenez pourquoi tout le sarkozysme existant a connaissance des procès-verbaux. Vous êtes sûr que les PV d'audition devant le juge d'instruction viennent par le ministère de l'Intérieur dans la presse? Oh, je crois que ça n'est pas très compliqué quand on est attaché au ministère de l'Intérieur d'avoir des informations. D'ailleurs, c'est leur métier d'avoir des informations et des renseignements, comme on dit. Vous seriez pour la levée du secret défense, qui est un des problèmes, un des nœuds du dossier Karachi, pour la levée totale du secret défense? Je crois que cette levée s'impose au nom des victimes dans ce dossier précis, dossier de la tragédie de Karachi. Cela s'impose. Je ne suis pas pour une levée totale, permanente du secret défense, car une nation comme la nôtre a des secrets à préserver. Mais il faut que la commission qui est souveraine et qui donne des avis soit respectée. Elle ne l'est pas dans cette procédure. Elle a donné des avis favorables et le ministre a refusé d'obtempérer. Pourquoi? Parce que c'est quand même le ministre de la Défense qui décide de l'application du secret défense, ce qui est un véritable problème. J'ai lu dans votre livre que vous vouliez créer, pardon, c'est pas vous qui le dites, mais un Wikileaks, une sorte de Wikileaks public où un certain nombre de données de l'État seraient à disposition des citoyens. Quelles seraient ces données et de quelle manière cette transparence permettrait des comportements... Alors, ce n'est pas un Wikileaks. C'est ce que le président Barack Obama a inventé quand il est devenu président des États-Unis. Il a créé un programme qu'on appelle Open Data, libération des données publiques. Savez-vous qu'il y a des milliards d'informations qui existent dans l'administration? Et j'ai d'ailleurs décidé, la semaine prochaine, de libérer les données publiques de mon département de Saône-et-Loire. Nous avons des millions d'informations, je vous donne des exemples. L'usage des finances publiques, les subventions, les données environnementales, le prix de l'eau, la qualité de l'eau. Nous les avons, ces informations, mais nous les gardons dans les administrations. Par exemple, pour évaluer les services publics, la fréquence des passages d'autobus dans les délégations de services publics. Donc nous avons besoin du regard de la population pour améliorer la performance de nos décisions publiques, et y compris en matière de gestion d'argent public. Il est intéressant de donner ces informations publiques. Bien sûr, nous allons avoir les journalistes, l'opposition, les citoyens qui vont s'en emparer, puisque aujourd'hui la règle, c'est le secret, et l'exception, c'est l'accès. Eh bien, j'inverse. La libération des données publiques dans mon département, comme je voudrais qu'elle ait lieu en France, c'est la règle, l'accès, et l'exception, le secret. Vie privée, les éléments personnels, quand il y a des enquêtes judiciaires, des secrets industriels ou de la défense, ce serait l'exception. Donc, ça changerait évidemment les conditions dans lesquelles le citoyen pourrait, j'allais dire, avoir un regard sur ses élus et la direction politique de son pays ou de son département ou de sa région. Il y a une chose que vous dites dans votre dernier ouvrage, c'est la Ve République a été conçue par et pour des hommes illustres, supérieurs. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'homme politique de cette envergure, d'homme qui soit suffisamment au-dessus des autres pour incarner la fonction présidentielle? Même à gauche, d'ailleurs. Écoutez, vous avez en tête finalement la litanie des affaires sous la Ve République et le fait qu'on n'en sort pas. Donc ce n'est pas une question d'homme, c'est même pas une question de parti politique, c'est une question de système politique. Le système politique aujourd'hui n'est plus capable d'assurer la confiance dans la démocratie. Il faut donc réformer cela. Je propose, par un référendum populaire dans les 6 mois de mon élection l'année prochaine, l'avènement de la 6e République. C'est un texte qu'avec mon équipe d'experts, de juristes, de constitutionnalistes, nous avons écrit il y a maintenant 6 ans. Il est donc disponible dans toutes les bonnes librairies, mais aussi dans les autres. Dans les open data, en tout cas. Bon, Arnaud Montebourg, on va s'arrêter là pour le moment, pour une pause pour le journal de 19h. Et puis on vous retrouve avec Romain Gubert, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser sur la mise en forme de la démondialisation. Est-ce que vraiment c'est applicable? Alors, à tout de suite, et dans un instant, donc le journal de 19h.